Il fallut attendre le XVIIe siècle pour que soit enfin mise en doute la légende relative à la fondation de Rome, pieusement relayée depuis l'Antiquité par des écrivains et historiens, avant tout soucieux d'orgueil régional, Virgile ou Tite-Live pour les Latins, Plutarque pour les Grecs, entre autres. Selon cette légende, après la chute de Troie, Énée, fils d'Aphrodite, s'établit sur les bords du Tibre et épouse la fille du roi Latinus. En hommage à son beau-père, il baptise alors son peuple du doux nom de Latin. 3 siècles plus tard, l'un de ses descendants condamne sa propre nièce Rhea Silvia à la chasteté, histoire de priver son frère aîné de postérité puis de le détrôner. Mais toute vestale qu'elle est, Rhea Silvia éveille l'intérêt de Mars, dieu de la guerre et accessoirement de la fertilité, comme le prouve la naissance peu de temps après des jumeaux Romulus et Rémus. Leur grand-oncle, qui n'en est pas à une fourberie près, abandonne alors les pauvres enfants aux eaux du Tibre en crue, mais leur flot furieux pousse le berceau jusqu'à la grotte du Lupercal, au pied du mont Palatin, où ils sont recueillis et nourris par une louve, bientôt aussi fameuse qu'eux-mêmes. Parvenus à l'adolescence, les deux jumeaux renversent le tonton Félon, placent sur le trône leur gentil papy et décident de fonder une nouvelle cité sur ce mont Palatin qui les a vus grandir. Le sort ayant désigné Romulus pour régner en premier, celui-ci trace à la charrue l'enceinte de la cité que Rémus franchit par bravade, contraignant son jumeau à le trucider. Pour peupler cette même cité, appelée un jour à dominer la Méditerranée et toute l'Europe occidentale, Romulus le fratricide ordonne le rapt des Sabines, filles, sœurs et femmes des Sabins, un peuple établi depuis des lustres au nord-est du mont Palatin. Mais les Sabins ne se laissent pas faire, et cette lutte farouche et sanglante va d'autant plus fasciner les peintres des siècles à venir que tout le monde est tout nu, ou presque. Il faut préciser que les Sabins, craignant l'émergence et la rivalité de cette nouvelle cité, avaient refusé à Romulus tout accord négocié. Celui-ci, en politique avisée, fait mine d'organiser un festival équestre dédié à Neptune et aux chevaux, auquel il souhaite associer ses bons voisins les Sabins, histoire de leur prouver qu'il ne leur tient pas rigueur de leur refus. Pour mieux les endormir, Romulus invite également tous les peuples voisins de Rome. À son signal, les Romains fondent sur les Sabines, tout en passant par l'épée les pauvres Sabins qui tentent de s'opposer au rapt. La mêlée est sanguinolente à faire pâlir de jalousie les meilleures équipes de rugby. Préparés à ce combat, les Romains prennent rapidement le dessus, et chacun de se diriger vers sa chaumine, qui sa future femme sous le bras comme un pactage, qui la sienne sur l'épaule en cavalière, ses fesses rondes orientées vers le ciel, comme pour convaincre celui-ci de la justesse de ce choix. Pourtant, une fois la victoire acquise, Romulus se montre magnanime. Il promet aux Sabines qu'elles seront les épouses et les mères d'hommes libres, qu'elles-mêmes sont libres de partir, si elles le souhaitent. Et c'est là que l'histoire se corse, comme on dit en Italie. Car non seulement les femmes choisissent de rester et de s'unir à leurs ravisseurs, syndrome de Stockholm oblige, mais en plus, c'est elles qui vont négocier avec un talent consommé la grande réconciliation entre Romains et Sabins. Se jetant entre les combattants, une Sabine crie « Si ces liens de parenté forcés et ces mariages vous sont odieux, c'est contre nous qu'il faut tourner votre colère. Car c'est nous qui sommes la cause de cette guerre, et nous préférons mourir que de survivre à nos maris, à nos fils ou à nos pères. » Bouleversés, les belligérants baissent alors les armes et tombent dans les bras les uns des autres, fusionnant en un seul et même peuple. Ainsi, par la grâce d'une femme, commence la vraie grandeur de Rome.